Salut à tous et bienvenue chez Urban Street Reporter. Alors aujourd'hui on est à Garges-les-Gonesse, plus précisément à La Muette dans mon quartier. On va rencontrer Amel Bentounsi que vous connaissez plus ou moins, une militante qui lutte depuis 9 ans et qui dénonce les violences policières. C'est parti pour Apérites. Salut Amal, alors aujourd'hui on est à Garges-les-Gonesse, plus précisément à La Muette dans mon quartier et voilà, on a voulu t'inviter à notre apérites. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Déjà merci pour l'invitation et moi pour mon parcours, je m'appelle Amel Bentounsi, je fais partie du collectif Urgence Notre Police Assassine que j'ai fondé à la suite de la mort de mon frère Amine Bentounsi qui a été tué d'une balle dans le dos le 21 avril 2012. Et depuis, je mène un combat contre l'impunité policière où je dénonce régulièrement via la page Facebook et via tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables qu'on puisse avoir de façon à interpeller l'opinion publique, mais aussi les politiques et interpeller cette jeunesse. Donc voilà, mon parcours, c'est malheureusement, j'ai perdu mon frère, il allait avoir 29 ans. Il avait un parcours atypique, c'est-à-dire on ne lui a pas fait de cadeau et que c'était le client parfait pour cette histoire, puisqu'au départ, quand il a été tué, on a parlé de fusillade. D'accord. Et du coup, j'ai dû mener un combat, mener une contre-enquête de façon à avoir des témoignages. Donc avec beaucoup de manifestations sur Noisy-le-Sec pendant plusieurs mois. Et grâce à ces manifestations, donc, on a réussi à avoir des témoins, 8 témoins, qui se sont manifestés auprès de la justice pour dire ce qu'ils avaient vu. Sinon, sans ça, ça aurait été la version policière qui avait été relayée. Et donc, tout de suite, j'ai pris conscience qu'il y avait un problème et que Amine était un parmi tant d'autres et qu'il fallait qu'on s'organise collectivement avec d'autres familles de façon à dénoncer les violences policières. Les violences policières. Justement, alors en 2017, un premier pas pour toi. Donc, le flic qui a assassiné ton frère est condamné. Donc, on peut dire que toi, tu ne viens pas du milieu du militantisme. Donc, c'est quand ton frère, en 2012, Amine, c'est lorsqu'il s'est fait abattre que tu as commencé à être une militante. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand en 2017, tu as eu une grande victoire quand même, parce que c'était 5 ans de combat. 5 ans. Ça nous a pris 5 ans pour en arriver à cette condamnation. Somme toute symbolique, 5 ans de larmes, parce que la mort d'un fils, d'un frère, dans ces circonstances, c'est quelque chose qui ne s'efface pas. Qu'est-ce que ça t'a fait hein ? Déjà, ça m'a apaisée un peu dans le sens où ça a été une condamnation en demi-teinte, bien évidemment. 5 ans de sursis pour avoir tué un homme d'une balle dans le dos. Par rapport aux faits, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais ce qui est certain, c'est que ce policier, on l'a traduit devant 2 cours d'assises, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un premier procès en première instance à Bobigny, où il avait été acquitté. Et là, la chance qu'on a eue, c'est qu'on est tombé sur un procureur le parquet, qui a fait appel de cette décision par rapport aux faits et par rapport aux témoignages qu'il y avait à ce moment-là. Et donc, du coup, ce qui nous a permis d'avoir un deuxième procès aux assises. Et là, ce procès-là a révélé beaucoup de choses, notamment beaucoup de mensonges, le racisme au sein même de la police et toutes les combines qu'il peut y avoir aussi entre les syndicats policiers, la pression que peuvent mettre les syndicats policiers aux dirigeants politiques, mais même à la justice. Donc ça nous a permis de voir tout ça. Et oui, ça a été une première victoire. Une première victoire importante. Mais tu aurais pu en réalité t'arrêter là, donc avec cette victoire et passer à autre chose et continuer ta petite vie, parce qu'on rappelle que tu es maman, que tu es grand-mère en plus depuis peu, donc une jeune grand-mère. Tu aurais pu t'arrêter là, mais tu as décidé de continuer, notamment en créant le collectif Urgence Notre Police Assassine. Et donc avec ce collectif, vous accompagnez les familles victimes de violences policières. Que ce soit les familles de victimes, oui. Donc pour revenir à ta question,
c'est vrai que j'avais rien d'une militante, j'étais commerçante, j'ai gagné bien ma vie et que tout d'un coup, je suis rentrée dans le monde du militantisme. Donc c'est un peu, c'est différent et donc voilà, j'ai rencontré énormément de personnes que je remercie au passage, qui ont toujours été là pour nous soutenir. Et au-delà de mon affaire, moi ce qui était important pour moi, c'est qu'à chaque fois, à travers les témoignages que je peux recevoir, par exemple sur notre page, souvent ces jeunes-là ne savent pas vers qui se tourner en fait. Ouais, Au-delà exact. d'être victime et d'être tué, tu vois, ou d'accompagner les familles de victimes, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont issus des quartiers et qui subissent cette violence au quotidien. Et moi, j'ai le souvenir avec mon frère, par exemple, quand il me parlait de violence policière, c'est vrai que j'avais du mal à y croire, en fait. Tu sais, quand il me disait, ouais, tu sais, dans les commissariats, on nous attache au radiateur, ils nous mettent des coups de bottin pour pas qu'il y ait des traces. Donc ça, c'était à l'époque. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est peut-être que tu y es pour quelque chose, tu vois. Et tout ça, c'est revenu un peu après sa mort. Et puis, pendant le combat que j'ai pu mener, je me suis dit, bah, quelque part, si j'ai pas été réactif par rapport à mon frère de son vivant, peut-être que je le serais un peu plus pour les autres, quoi. Ouais. Et donc, c'est le but, que les jeunes puissent connaître leurs droits, puissent être forts face à cette violence, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais au-delà de la violence physique, il y a aussi de la violence morale. Ouais, carrément. Et ça, je pense que c'est important qu'ils se sentent accompagnés et de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour eux, des grandes sœurs. C'est souvent le cas dans les quartiers, c'est souvent les grandes sœurs qui accompagnent. Et donc l'idée aussi d'avoir créé, au-delà du collectif, c'est d'avoir créé aussi l'association qui est l'Observatoire national des pratiques et des violences policières, et où on a développé l'application UVP qui permet de filmer la police. Donc je ne sais pas si tu veux que je développe. Justement, alors aujourd'hui, on est là aussi pour parler de cette application. Ouais. En mars dernier, l'application sortait, c'était la première à Villers-le-Bel, on y a assisté. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette application et depuis quand tu travailles là-dessus? Ça fait déjà presque 1 an et demi qu'on réfléchit. Donc en fait, cette application, c'est vraiment les échanges qu'on a pu avoir, tous les messages qu'on reçoit via, que ce soit la page Urgence Notre Police Assassine ou l'Observatoire. C'est ces témoignages, à chaque fois, les gens nous disent, tu sais, on a filmé, mais il manque une partie de la vidéo. Le portable, il a été réquisitionné. Il y en a une qui a été effacée. Et là où vraiment j'ai pris conscience qu'il fallait pallier à ce manque institutionnel, c'est quand j'ai rencontré une femme à Drancy qui avait perdu son mari. Et il y a un jeune qui avait filmé, en fait, qui avait filmé toute la scène. Ouais. Et quand j'avais été rencontrer cette famille-là, ce jeune, il me dit, en fait, j'avais les vidéos, mais le flic m'a pris le portable et l'a effacé. Ouais. Donc, dans le cas où il y a mort d'homme, la vidéo, elle est fondamentale pour qu'il y ait des poursuites. Ouais. Donc, vraiment, là j'ai vraiment pris conscience qu'il était important, qu'il fallait qu'on s'organise pour trouver quelque chose. Parce qu'on part du principe que les caméras de télésurveillance ne fonctionnent pas dans toutes les affaires. C'est exactement la même chose. Je pense notamment à l'affaire de Villiers-le-Bel dernièrement, à Moto, où ce jeune homme a perdu la vie. Et puis Ibrahima et sa famille attend encore les vidéos, les caméras de télésurveillance. Les caméras piétons, elles ont été expérimentées, mais elles ne fonctionnent pas. Et donc voilà, c'est vraiment pour pallier à ça. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc l'idée, c'était d'avoir une application qui permette de nous envoyer les images directement en instantané sur nos serveurs. Donc nous, ça nous permet de voir ce qui se passe, d'avoir une géolocalisation très précise, mais aussi de pouvoir rentrer en contact avec les personnes les utilisateurs qui se sont inscrits, et de façon à pouvoir les accompagner juridiquement avec notre collectif d'avocats qui va aussi donner son point de vue et puis essayer de conseiller les jeunes par rapport à ça, notamment par rapport au droit de filmer. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment que de pouvoir avoir un réel outil, un vrai outil pour voilà, d'avoir un réel outil, mais aussi que ces jeunes se sentent aussi
pas protéger, mais au moins accompagner, de se dire que ça peut atténuer les tensions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les flics qui ont envie d'avoir un excès de zèle, se sachant filmer avec cette application, peut-être que ça pourrait changer les choses. Et les nombreuses vidéos qu'on a reçues dernièrement, ce qui est flagrant, c'est que dès lors que les policiers se sentent filmés, avec l'application UVP, on sent que la tension, c'est plus le même langage qu'ils utilisent. Et ça, c'est flagrant, notamment sur les vidéos qu'on reçoit. Parce qu'il faut rappeler que cette application, c'est vraiment pas pour faire du buzz, en fait. Ouais. C'est pas pour avoir des vidéos, parce que plus personne ne peut nier, en fait, qu'il y a des violences policières. Donc là, il faut trouver des solutions au-delà de ce que peuvent nous proposer nos dirigeants politiques et l'institution. Donc, par exemple, aujourd'hui, moi, je suis témoin ou je suis victime d'une bavure policière. Comment ça se passe? Au-delà de l'application UVP, comment je fais pour joindre le collectif Le collectif, il peut être joint de différentes manières, notamment par les réseaux sociaux. Souvent, on est tagué, puisque maintenant, les gens ont pris conscience qu'on était là et qu'on était présent et qu'on répondait. Donc il y a la page du collectif Urgence Notre Police Assassine, ou sinon il y a l'Observatoire National des Pratiques et des Violences Policières. D'accord. Donc c'est au choix, c'est ce que les gens préfèrent. D'accord. Et du coup, vous, donc après, moi je vous contacte et vous m'accompagnez tout à fait. Par le biais de vos avocats, etc. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Donc on a des lettres types, par exemple, souvent les gens ne savent pas comment porter plainte. Donc souvent les victimes s'adressent au commissariat où ils ont été agressés ou dans un autre commissariat, et souvent on leur rit au nez, on leur dit que leurs plaintes ne peuvent pas être prises, et donc du coup l'idée c'est qu'on puisse leur préparer des courriers, déjà des courriers types, de façon à ce qu'ils puissent les envoyer directement au parquet. Et après, il y a d'autres façons. Par exemple, au bout de 3 mois, les gens ne savent pas, quand il n'y a pas de réponse de la part du procureur, on peut se constituer partie civile auprès du doyen des juges. Donc voilà, et tout ça, c'est important de le savoir, parce que souvent les gens laissent tomber après un non-lieu et ne vont pas jusqu'au bout. Ils se disent que c'est terminé, vu que le parquet a décidé qu'il y avait un non-lieu. Donc en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'après ces 3 mois sans réponse de la part du parquet, ou le non-lieu, avec des éléments de preuve importants, des photos, des témoignages avec pièces d'identité, courrier. L'idée, c'est vraiment que le doyen des juges puisse nommer un juge et qu'il y ait une enquête qui se fasse. Après, quand on parle de l'IGPN, bien évidemment... Justement, je voulais en venir sur l'IGPN. Alors, on a vu pendant le confinement que là, il y a eu... énormément de bavures, et que justement il y a eu un 2 poids 2 mesures. Évidemment, il y avait des gens qui sortaient dans les cités, mais à Paris, le traitement n'était pas le même. Oui. Du coup, on avait échangé pas mal, tu as reçu énormément de gens qui se plaignaient. Oui. Qu'est-ce que ça te fait, toi, justement, quand tu vois qu'on en est encore aujourd'hui à devoir encore lutter, créer une application et tout ça, justement pour dénoncer ces bavures? Moi, par exemple, je t'en parlais, mais en 99, mon frère, il s'est fait tabasser, lui et son pote, par 25 équipes de police. La juge a même dit qu'il y avait trop de policiers ce jour-là, et il y a eu un non-lieu parce qu'ils n'ont pas réussi à savoir qui étaient les flics en question. Justement, qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir encore qu'il y a encore une impunité policière? Je me dis que c'est à nous de nous organiser, c'est ceux qui sont concernés, parce que on n'a pas à attendre que ce soit ce gouvernement-là ou d'autres. On le voit bien qu'il y a une pression aussi de la part des syndicats policiers qui sont très puissants. On l'a bien vu ces derniers temps. Dès qu'ils manifestent, dès qu'ils ne sont pas contents, on leur cède, en fait. Quand je vois par rapport aux annonces de Castaner, quand M. Castaner a décidé, a annoncé qu'il allait interdire la clé d'étranglement, et qu'il a fait volte-face juste après, est revenu sur cette interdiction, on voit bien qu'il y a un espèce de chantage aussi de la part des syndicats policiers. Et je pense que c'est aux citoyens de s'organiser. Et je pense que le changement, il viendra de nous, et qu'on n'a pas à attendre de ce gouvernement pour changer les choses. À un moment donné,
voilà, comme dans toutes les révolutions, ça vient du peuple. Ouais, exact. Donc, on fait partie de ce peuple et donc c'est à nous de nous organiser. Moi, je pense que il n'y a rien à attendre d'eux et qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix que de légiférer ou que d'accepter ce que l'on dénonce et de faire en sorte que... Mais il faut du temps. Moi, ça fait 9 ans. Faut pas croire que les choses ne changent pas. Ouais. Parce que moi, il y a, en en 2012, quand j'avais monté ce collectif, déjà on me disait mais t'es une folle quoi, genre tu t'attaques à une institution. Mais à force d'y croire, à force de détermination, on y arrive. Déjà, la question, elle est sur la place publique et c'est important déjà. Parce que ce qui est dangereux aussi, c'est la banalisation de cette violence. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand j'allais dans les quartiers avec le t-shirt urgence, on me disait « Ouais, mais t'es folle, le t-shirt, ça fait peur, déjà qu'on se fait tabasser. » Et il me disait « Mais nous, on a l'habitude, c'est rien, tu vois, genre une claque et tout. » Et non, il ne faut pas que cette violence elle soit banalisée. C'est une claque de trop, quoi. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir accompagner tout le temps les victimes, que ce soit des insultes, de la violence verbale ou physique, mais aussi parce que quand il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de statistiques, c'est ça qu'il faut dire. Et que quand l'IGPN nous sort un taux de 24% d'augmentation, on parle notamment des plaintes pendant les mouvements sociaux, pendant les Gilets jaunes. C'est pas les plaintes qui émanent dans les quartiers, parce que souvent les gens dans les quartiers ne vont pas jusqu'au bout. Enfin, on va passer maintenant à l'histoire du soir pour Filles Rebelles. Voilà, il paraît que je fais partie des 100 femmes françaises extraordinaires. Alors, il y a Simone de Beauvoir. J'ai vu qu'il y a du beau monde. Hein. Ouais, après, mais pour je pense moi, que c'est mérité quand même. Non, je pense qu'il n'y a pas de mérite à faire ce qu'on fait là. Je pense que je le fais vraiment avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de sincérité. Et je pense qu'on doit tous le faire et qu'on doit tous être comme ça. Et moi, j'aime pas trop les étiquettes, les espèces de symboles comme ça. Je suis pas dans ce truc-là. J'aime bien avoir une petite vie tranquille. Assez voilà. pudique. Ouais. Donc bon, c'est bien. Mais ça fait du bien quand même. Mais dans quelques années, peut-être je dirais waouh, j'étais dans un livre. Moi, les messages les plus extraordinaires que j'ai pu recevoir et les plus touchants, c'est notamment de la part de frères qui m'ont écrit et qui m'ont dit on aurait voulu t'es la sœur dont on aurait aimé avoir, voilà. Ouais. Et donc ça, c'est le plus beau des trucs, quoi. Ouais. Au-delà de livres ou d'étiquettes ou de symboles. Voilà. Bah, je pense que tu sais que si je t'ai invitée, c'était vraiment pas par rapport au symbole, c'est parce que je connais ton humilité et je sais que tu es une femme extraordinaire pour le coup, ça tu le mérites. Ah, merci. Et c'est pour ça que je t'ai invitée et comme dit Kerry James, le combat continue. Exactement. Et si je m'occupe pas des miens, qui le fera? Donc heureusement qu'on a des femmes comme toi qui sont là pour nos jeunes et moins jeunes, on va dire. Des femmes comme nous. Ouais, merci. Donc merci à Amal pour cette interview en toute simplicité et sensibilité aussi. En tout cas, on te souhaite plein de bonheur et que de la réussite dans ton combat. Merci et à beaucoup. très vite. À bientôt. Perfect.